La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Je suis à nouveau aujourd'hui avec le docteur Jacques Moreau, qui était gastro-entérologue au CHU de Toulouse et qui est spécialiste des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qu'on appelle les MICI. On a bien parlé la semaine dernière de comment fonctionne l'intestin, du microbiote, des neurones, et on a commencé à parler de ce que sont ces MICI. Alors, j'ai compris que ces maladies inflammatoires intestinales existent depuis peu de temps. C'est-à-dire qu'ils n'existaient pas, par exemple, il y a quelques siècles. Et ils sont venus petit à petit avec l'évolution de la manière de se nourrir dans les pays soi-disant développés, comme aux États-Unis, et puis en Europe. Et petit à petit, ça se propage vers d'autres pays asiatiques et autres. Donc Jacques, est-ce que tu veux bien revenir sur ce sujet ? Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir que les MICI sont liés à la malbouffe, par exemple, et que ça se propage depuis qu'on mange mal, on dirait. Hein ? Tout à fait, Sylvie, tu as raison, c'est bien ce qui nous chagrine, je dirais. On mange de plus en plus mal, et de ce fait, on modifie l'équilibre microbien de notre intestin, puisqu'on a dit qu'une des causes principales, bien qu'on n'ait pas tout élucidé dans le domaine des MICI, elle est liée à un déséquilibre en appauvrissement de certaines souches microbiennes dans l'intestin, notamment pour le cas de la maladie de Crohn. Alors, la maladie de Crohn n'est pas non plus une maladie génétique, même si on a découvert des mutations. Ces mutations ne se sont pas trouvées dans toutes les ethnies, dans tous les pays, donc ça ne suffit pas pour expliquer la maladie. D'ailleurs, elle ne se transmet pas, ou la fréquence de transmission n'est pas plus de 1 à 2% quand on a un parent atteint de MICI. Ce n'est pas une maladie donc héréditaire, ce n'est pas une maladie psychosomatique, ce n'est pas une maladie contagieuse ou infectieuse, c'est bien qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de notre intestin. Et on va parler de l'épidémiologie, c'est-à-dire la science qui consiste à mesurer la fréquence, l'incidence de ces maladies en lien avec des causalités extérieures, c'est-à-dire l'alimentation principalement, mais aussi des facteurs donc, d'environnement dont on a déjà parlé, les fameux xénobiotiques. Alors je suppose que tu vas nous en parler, mais moi j'attends avec impatience de savoir ce qui se passe exactement, parce qu'on dit qu'à cause de la malbouffe, ça crée la maladie, mais qu'est-ce qui crée la maladie entre la malbouffe et les symptômes ? Eh bien parce que ce qu'on mange dans ces malbouffes sont des choses qui ne sont pas digestibles, qui modifient notre microbiote, qui perturbent les populations bactériennes. Et c'est ce dysmicrobisme, cette dysbiose qui enflamme la muqueuse intestinale, puisque les bactéries sont elles-mêmes responsables de la régulation de cette immunité intestinale. Si on les agace, si on les perturbe, s'il y a des populations bactériennes qui se développent et d'autres qui, au contraire, s'affaissent, eh bien ça déséquilibre notre immunité et la muqueuse s'enflamme. C'est-à-dire que les bonnes et gentilles bactéries deviennent méchantes bactéries. Oui, en tout cas, le déséquilibre existe entre les méchantes et les bonnes. D'accord. Alors pour l'épidémiologie propre, donc globalement c'était effectivement les pays du nord de la planète, les pays scandinaves, le Canada, les États-Unis qui étaient touchés, la France aussi, avec un gradient nord-sud qui persiste mais s'atténue. D'ailleurs le plus grand registre européen, ça c'est une fierté de la France, européen de MICI est à Lille, le registre EPIMAD. On compte actuellement environ 150 000 cas de maladie de Crohn et à peu près 100 000 cas de rectocolite hémorragique. En France, tu veux dire ? France, oui. En France, ça c'est la fréquence. L'incidence est de l'ordre de 5 à 8 nouveaux cas par an. Donc bien sûr, toutes ces maladies, ça fait 250 000 malades, ne sont pas actives, heureusement, sinon on ne pourrait pas, on envahirait les hôpitaux. Beaucoup sont en rémission grâce au traitement, et d'autres sont en poussée plus ou moins sévère, puisque le propre de ces maladies chroniques, c'est qu'elles évoluent par poussée. Des gentilles poussées, des méchantes poussées. Donc l'idée du médecin qui prend en charge ses patients, c'est de rassurer le patient en disant « vous avez une maladie chronique, malheureusement on n'est pas capable de la guérir complètement, mais on peut vous assurer une bonne rémission et la facilité de vivre à peu près normalement avec cette maladie grâce à un traitement bien suivi ». Voilà pour ce qu'on peut dire de ces maladies au long cours. Pour ce qui est de l'épidémiologie moderne, on constate une augmentation globale de leur fréquence et leur extension mondiale. Alors, on pourrait, de façon un peu simpliste, dire que on pourrait coller la topographie de l'extension de ces maladies avec la topographie de l'extension des fast-foods.
Et effectivement, des pays comme ceux du Maghreb ou de l'Afrique qui n'étaient jamais touchés par ces maladies, même en Asie maintenant, développent des Mickey, pas aussi fréquentes qu'en France, mais manifestement, tous ces pays sont maintenant présents dans les congrès internationaux pour parler de ces maladies inflammatoires chroniques qui perturbent effectivement. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Ce n'est pas nouveau. Alors, on a parlé des facteurs environnementaux, bien sûr, ils existent. Quel potentiel, les fameux pesticides, les polluants. Personne ne sait exactement quel est leur rôle précis dans les Mickey, mais manifestement, ça doit quand même jouer un rôle, puisque les pays les plus pollués sont aussi les plus malades sur le plan intestinal. Voilà, donc on a dit appauvrissement du microbiote, ça c'est sûr. Facteurs alimentaires, ça c'est sûr. Il y a aussi le tabac, qui joue un rôle nocif dans la maladie de Crohn, alors que ce serait presque l'inverse dans la rectocolite hémorragique, mais on ne va pas inciter les gens à fumer pour autant. Et dans la RCH, la caractéristique, c'est que quand on a eu une appendicectomie assez tôt dans la vie, on est protégé de la RCH. En tout cas, il y a beaucoup moins de rectocolite hémorragique que les gens qui ont eu une appendicectomie. Et là, c'est peut-être pas aussi par hasard, c'est qu'on a éliminé... Il y a quelque chose qui se passe dans l'appendice, et on ne sait pas exactement quoi. En tout cas, le système immunitaire est modifié au point qu'il nous protège plus ou moins de la RCH. Des choses bizarres. Voilà. Et donc, les diagnostics, on en a déjà parlé un peu la semaine dernière, mais tu peux redire encore quelques mots ? Alors, pour les symptômes on l'a vu, diarrhée, douleur abdominale, émission de sang. Pour les gens qui ont une éclatation très basse au niveau du rectum, de l'anus et sensation de faux besoins, d'urgence toilette, c'est-à-dire on donne aux patients une carte d'urgence toilette qui leur permet d'accéder en priorité n'importe où aux toilettes. Et quand c'est des poussées plus sévères, ils sont fatigués, ils sont anorexiques, ils maigrissent, ils ont de la fièvre. Et alors ce qui est aussi très intéressant, c'est comme il y a un côté auto-immun à ces maladies, d'autres maladies auto-immunes peuvent s'associer au Mickey, notamment la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis, et on traite effectivement ces maladies avec le même type de traitement. Ah non, s'il y a, parce que je connais des gens qui ont de la polyarthrite. Alors pour le diagnostic lui-même, on n'a pas de diagnostic univoque unique, ça n'existe pas pour l'instant. On a des bilans biologiques sanguins avec parfois des anticorps plus ou moins spécifiques de la maladie de Crohn qui donnent une petite orientation, mais ça ne suffit pas. On a développé un test assez efficace qui mesure l'inflammation non pas dans le sang, mais dans les selles, qui s'appelle la calprotectine fécale. Alors ce médicament s'est développé, puis comme il n'était pas remboursé, les patients ne voulaient pas le faire, puis maintenant enfin il est remboursé dans des conditions très précises. Et l'avantage c'est qu'il peut être réalisé à la maison, parce que les patients n'étaient pas très contents d'amener leur pot de sel à la consultation. Puisque là, il y a un micro-test qui peut se faire à la maison, et donc par téléphone, par internet, les patients peuvent communiquer le résultat de leur calprotectine au médecin. Et c'est un très bon marqueur inflammatoire. Il a ses limites aussi, des faux positifs, des faux négatifs, mais une bonne calprotectine, c'est un bon signe. Alors ensuite, après la biologie, il y a l'échographie, qui a fait des progrès fantastiques, l'échographie haute fréquence. On l'a dit, l'épaisseur de la paroi intestinale, c'est très, très mince, hein, quelques millimètres. Mais grâce à ces nouveaux appareils, on arrive à mesurer la paroi de l'iléon, par exemple. Donc on évite à ces patients de faire des scanners à répétition, des endoscopies à répétition, juste en mesurant l'épaisseur de la paroi pour essayer d'être enflammé ou pas. Donc c'est un geste que peut faire maintenant le gastro-entérologue qui s'est formé à ça au quotidien. Donc l'échographie haute fréquence. Le scanner, c'est le bilan classique de base, utilisé en urgence notamment, dès qu'il y a des problèmes de risque d'abcès, de péritonite, c'est le scanner qu'on utilise. Quand on a un peu plus de temps, on fait un entéroscanner. Entéro, ça veut dire de l'intestin. Et donc on fait boire à un malade un produit opaque au rayon X, et donc on voit très bien le dessin de l'intestin au scanner. L'IRM, un peu moins disponible, mais tout aussi performante, voire plus performante encore, pour voir ce qui se passe dans le tube digestif et aux alentours du tube digestif. Et ensuite, la coloscopie, bon, c'est l'examen de base pour le gastro-entérologue. Elle permet de bien voir la muqueuse, de faire des prélèvements, ce qu'on appelle les biopsies, qui vont pouvoir nous dire à l'échelon microscopique si l'inflammation est importante ou pas, rechercher éventuellement des cellules douteuses. Alors là aussi, on évite de la réaliser trop souvent parce que c'est très, très embêtant pour un patient de se préparer, de faire une purge, nettoyer l'intestin, surtout dans des conditions où son intestin est déjà fragile, il n'y va pas de gaieté le cœur. Mais bon, la coloscopie permet en plus de voir parfois un peu une partie de l'intestin grêle, la partie terminale, l'iléon. On peut pénétrer comme ça dans l'intestin grêle à partir de la coloscopie, sur quelques centimètres, et c'est important.
On peut faire une gastroscopie. Excuse-moi, la paroi de l'intestin grêle par rapport à la paroi du côlon, c'est plus fragile l'intestin grêle ou c'est pareil? Je crois que c'est pareil, je ne veux pas trop me prononcer là-dessus, mais non, il n'y a pas de grosse différence. Non. À mon avis, c'est pas plus fragile l'un ou l'autre. C'est fragile quand effectivement il y a une pénétration d'un ulcère dans l'iléon ou dans le côlon. Ouais. Mais c'est très fin. Le côlon, je dirais, plus mince même que l'iléon. Voilà, la gastroscopie, donc ça passe par l'estomac, parce que de temps en temps, on l'a vu, le Crohn peut toucher aussi la partie haute, l'œsophage, l'estomac, donc on regarde s'il n'y a pas de délocalisation haute qu'on ne soupçonne pas parce qu'elles ne sont pas symptomatiques. Et un examen un peu plus original, qui s'est développé depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est la vidéocapsule, c'est-à-dire on a miniaturisé tellement ces petites caméras, donc c'est à la taille d'une grosse gélule médicamenteuse, il y a une caméra à chaque extrémité, et donc on avale cette capsule avec de l'eau, on fait avancer un petit peu avec une petite purge, et pendant toute la séquence de transit dans l'intestin grêle, cette caméra, ou ces petites caméras, enregistrent tous les 2 ou 3 secondes la paroi. Ça fonctionne par Wi-Fi alors? C'est enregistré par la capsule elle-même. Ah oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Oui, bien sûr. Alors, on porte à la ceinture un appareil qui enregistre les images. Oui, c'est ça. Le seul inconvénient, on peut l'imaginer, c'est que s'il y a un rétrécissement de l'intestin, ce qu'on appelle une sténose, il faut la chercher parfois. C'est rare. D'habitude, avec un peu de corticoïdes, on arrive à la faire passer. Mais... Donc, ce qu'on fait en général par prudence, d'abord, on fait un scanner avant pour voir s'il n'y a pas un gros rétrécissement. Et deuxièmement, on fait avaler au malade une autre capsule qui celle-là va se déliter automatiquement au bout de 48 heures, qui a la même taille. Donc si celle-là passe, on peut penser que la caméra va passer aussi. D'accord. Ça va, c'est clair Si, c'est très clair. C'est très clair. Alors ensuite, pour catégoriser ces malades et leur gravité, c'est l'évolution en fait qui va trancher, c'est-à-dire en fonction du nombre, du rythme des poussées, on va dire ça c'est une forme légère, peut-être un traitement simple, ça suffira, et d'autres qui sont d'emblée, qui se présentent avec des signes de gravité, par la durée de la poussée, par les localisations étendues, et celles-là, il va falloir les attaquer sur le plan thérapeutique de façon beaucoup plus soutenue. Donc ça aussi, peut-être que l'intelligence artificielle va nous aider dans ces algorithmes. On va en reparler, je pense, de cette intelligence artificielle. Mais là, tu vas peut-être nous parler des traitements. Donc, il y a plusieurs sortes de traitements. Donc, on va faire ça la semaine prochaine. On arrive encore à la fin de cette émission, de cette 2e émission. Donc, à la semaine prochaine, Jacques. À la semaine prochaine, Sylvie.